Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous recevons le professeur Richard Sakwa, le plus grand spécialiste de la Russie en Europe et un auteur très prolifique. Donc, bienvenue à nouveau dans l'émission. C'est un plaisir d'être avec vous. Je voulais donc discuter d'un concept que vous avez inventé, le démocratisme, car je pense que c'est une notion très puissante. Beaucoup de gens reconnaissent en effet certains développements, disons, étranges dans nos démocraties occidentales. C'est-à-dire que la démocratie implique l'acceptation du pluralisme politique, la tolérance envers les opinions opposées, la participation active du public au processus politique et la responsabilité. Mais de nos jours, la démocratie semble être définie, ou du moins pratiquée, davantage par des rituels. Ainsi, nous avons tous le droit de voter. Mais au nom de la défense de la démocratie, on observe souvent, je dirais, certaines tendances antidémocratiques. Je me suis donc dit qu'un bon point de départ serait que vous développiez ce concept de démocratisme. Que signifie-t-il réellement et en quoi diffère-t-il de la démocratie elle-même? Merci. En ce qui concerne la création du terme, tu as tout à fait raison de dire que je l'utilise et que je travaille avec depuis près de 10 ans maintenant. Mais il y a quelques années, j'ai découvert qu'une autre grande chercheuse, Emily Finlay, travaillait sur une piste parallèle et elle a ensuite publié un livre intitulé « Démocratisme ». Son livre est assez différent. Son travail, son angle d'approche sont assez différents des miens. Mais ce qui est important, c'est qu'ils sont complémentaires. En gros, Emily Finlay, dans son livre « Démocratisme », soutient que pendant les Lumières, et en particulier chez les penseurs des Lumières, elle se concentre beaucoup sur Jean-Jacques Rousseau et certains des grands idéologues de l'indépendance américaine, Jefferson et d'autres. Elle soutient qu'il y a toujours eu une forme de substitution à l'œuvre. C'est-à-dire que, dans les discussions sur la démocratie, on l'interprétait toujours dans le sens où les élites s'interposaient effectivement entre la volonté populaire et les résultats des politiques. J'ai quelque peu simplifié son analyse, qui est en réalité un livre très riche et remarquable. Mais ce qu'elle fait, à mon avis, c'est établir les fondements intellectuels de cette tradition du démocratisme dans la pensée des intellectuels publics occidentaux. Donc, c'est, je suppose, le premier point. Il y a toujours eu cette sorte de tension au sein de la démocratie. On ne peut pas permettre à la démocratie de devenir trop décisive. Il doit y avoir une sorte de voie intermédiaire pour la mettre en œuvre. Et cette tradition, d'ailleurs, a été poursuivie par tout un ensemble de penseurs, Christopher Lasch et d'autres, qui parlent de la manière dont les élites technocratiques se sont substituées à la volonté populaire, et ainsi de suite. Et bien sûr, on pourrait soutenir que le populisme est une réaction contre cela. Voilà donc le premier point. Il y a une autre piste, la seconde, si vous voulez. Il y a ce fondement intellectuel. La deuxième serait que dans le monde contemporain, sur lequel je me concentre, il existe, dans les élections et dans la vie politique actuelle, un type de réflexion, Pour reprendre Carl Schmitt, un grand philosophe du droit des années 1920 ou d'avant, une sorte d'état d'exception est à l'œuvre aujourd'hui. Il y a un sentiment que notre société est menacée, qu'il existe des choses supérieures à la démocratie que nous devons défendre, ce qui bien sûr est une position respectable. Dans ce type d'urgence, les élections ne sont alors plus un simple choix entre différents partis au pouvoir ou différentes idées de gouvernement. Elles deviennent à nouveau une sorte de plébiscite sur la nature même du régime. En d'autres termes, cela remonte aux toutes premières élections dans la Russie indépendante des années 1990, par exemple, l'élection présidentielle de Yeltsin en 1996. L'idée était qu'il ne s'agissait pas simplement de savoir qui allait devenir le dirigeant, mais de savoir si le communisme allait revenir. Cela devenait, en d'autres termes,
une question de nature du système, une question systémique. Et ce type de raisonnement, que j'appelle à nouveau le démocratisme, est désormais omniprésent. Nous l'avons vu lors d'élections récentes. En Roumanie, nous le constatons constamment lors des élections en Géorgie et ailleurs. Voilà donc le deuxième point. Les élections ne sont plus simplement une question de gouvernement, mais une question de type de régime. Un troisième élément aujourd'hui dans la discussion sur le démocratisme est la façon dont tout cela est désormais lié à des considérations géopolitiques. Il ne s'agit donc plus simplement d'une question de type de régime entre la démocratie et les soi-disant autocraties ou régimes illibéraux sous une forme ou une autre. Mais si les gens votent mal, cela sape le cadre géopolitique du monde contemporain. Dans notre cas, cela sape ce que j'ai récemment appelé l'Occident politique, ce système de pouvoir particulier établi après la Seconde Guerre mondiale, nourri par l'idéologie de la guerre froide. L'idée est que l'Occident lui-même est la terre de la liberté, face à la terre de l'autocratie, du despotisme, du totalitarisme, etc. Ce qui, bien sûr, comme vous l'avez également écrit, nuit à la capacité d'engagement, d'interaction pragmatique, et ainsi de suite. Donc tout cela est revenu avec une vengeance dans la vie politique occidentale contemporaine. Cet Occident politique est clairement mis à l'épreuve par des divisions internes, le phénomène Trump, et ainsi de suite. Mais néanmoins, l'hégémonie de l'Occident politique, c'est-à-dire l'OTAN, c'est-à-dire l'Union européenne, doit être défendue à tout prix. Et si la démocratie doit être, gérée, alors soit. Voilà donc le troisième point. Enfin, peut-être un quatrième aspect, c'est qu'il y a un élément idéologique, comme il y en avait lors de la Première Guerre froide, à savoir que cette idéologie du globalisme libéral est universaliste. C'est évidemment alimenté par des idéologies de la fin de l'histoire. Cette vision selon laquelle il n'existe vraiment aucune alternative substantielle et légitime. Et s'il n'y a pas d'alternative substantielle et légitime, alors bien sûr, il faut défendre la seule forme légitime, et tous les moyens, y compris les mesures administratives, sont appropriés. Bien entendu, cela conduit à de nombreuses accusations, selon lesquelles l'Occident serait devenu néo-soviétique et aurait pris le visage de son ancien ennemi. Voilà donc, à mon avis, 4 piliers sur lesquels on peut fonder les idées contemporaines sur le démocratisme. Mais d'où vient la racine de tout cela? Comment cela a-t-il pu s'intensifier à ce point? Je sais, je dirais qu'il y a toujours eu une idée derrière tout ça, qu'il fallait toujours que des élites interviennent entre la volonté publique et le peuple. On pourrait aussi inclure John Stuart Mill, car il était bien sûr un grand défenseur du libéralisme, et il constatait à son époque que le libéralisme et la démocratie allaient en quelque sorte de pair, tant que les gens votaient pour les réformes libérales, s'éloignant ainsi de la manière traditionnelle victorienne d'organiser la société. Mais il a également reconnu que si les gens commençaient à voter de la mauvaise manière, comme vous le dites, il vaudrait peut-être mieux que des élites libérales prennent les décisions qui seraient dans l'intérêt de la société. Et on observe aussi, surtout tout au long du XIXe siècle, beaucoup d'inquiétudes concernant les masses non informées, à mesure que la démocratie ou le droit de vote s'étendait. Comment gérer ces personnes? Comment cette question a-t-elle évolué au fil du temps? Car vous soulignez qu'aujourd'hui, ce phénomène est encore plus marqué qu'auparavant. Oui, donc 2 choses à ce sujet. La première concerne ces traditions intellectuelles, en s'appuyant sur Emily Finlay, qui a lancé ce débat intellectuel. Je pense que vous avez tout à fait raison de dire que ce dont nous parlons est un phénomène profondément ancré dans la philosophie politique occidentale.
On pourrait même remonter jusqu'à Platon et sa vision du philosophe roi, selon laquelle il faut vraiment que la démocratie elle-même est une chose dangereuse. Aristote propose d'ailleurs une analyse remarquable des dilemmes, d'où l'idée qui s'est imposée selon laquelle le gouvernement mixte est le meilleur, car il peut offrir un équilibre. Et bien sûr, la démocratie elle-même a été, pendant la majeure partie de l'histoire politique occidentale, considérée comme un élément dangereux pour les raisons que vous venez d'énoncer, à savoir qu'elle conduirait les masses obscures et ignorantes à intervenir dans des affaires qui devraient être laissées à ceux qui savent mieux. La noblesse terrienne dans la Grande-Bretagne des XVIIIe et XIXe siècles, et ainsi de suite. Il s'agit donc d'une très longue tradition. Mais on pourrait dire, peut-être plus précisément, et Finlay aborde ou analyse ce point, que la vision hobbesienne du Léviathan veille toujours sur la démocratie libérale, qu'il existe un élément répressif au cœur même de la philosophie politique occidentale, qui a été géré au XIXe siècle, l'ère de la démocratie de masse, en veillant à ce que, d'une certaine manière, si l'on veut, ce système de gestion soit interne à la démocratie elle-même. Les partis politiques, d'une part, organisaient et limitaient l'engagement politique. Et une autre manière dont cet engagement était limité et encadré, c'était, vous savez, l'option Disraeli, le fait qu'une grande partie de la classe ouvrière britannique votait pour les Tories, pour Disraeli, pour les conservateurs. Autrement dit, les structures d'hégémonie différaient, la domination du leadership. Et bien sûr, une fois que les médias de masse se sont développés, la presse jaune, comme on l'appelle, à partir des années 1890 avec le Daily Mail au Royaume-Uni, on pouvait constamment l'emporter en imposant la domination d'un certain point de vue conventionnel. Et peut-être qu'aujourd'hui, la raison pour laquelle cette suppression interne de la lumière, sans avoir besoin du bâton ou de mesures coercitives, est en train de s'effondrer. En d'autres termes, l'hégémonie, tant au niveau géopolitique des États-Unis et de leurs alliés qu'en interne au sein de la démocratie libérale, s'est effondrée. Les partis politiques, notamment au Royaume-Uni, ont constaté une grande volatilité de l'électorat. Notre cher Parti travailliste britannique est un instrument très peu convaincant pour le changement ou pour porter un quelconque projet intellectuel ou une vision de la manière dont le Royaume-Uni devrait être gouverné. Autrement dit, comme l'a bien formulé Peter Mayer il y a une quinzaine d'années dans son livre Ruling the Void, il y a un vide. Et c'est peut-être pour cela que le démocratisme est remonté à la surface. Les méthodes, souhaitablement satiriques, de gestion d'un électorat de masse échouent. Par conséquent, des mesures plus coercitives, l'approche du Léviathan, sont passées au premier plan. Dans quelle mesure est-ce un problème que la démocratie soit devenue une idéologie? Parce que vous avez écrit dans l'un de vos articles que le démocratisme est à la démocratie ce que le marxisme-léninisme est au socialisme. Quand j'ai vu cela, j'ai un peu réfléchi au libéralisme économique, car si l'on lit les libéraux économiques, John Stuart Mill, Adam Smith, David Ricardo, d'un point de vue économique, beaucoup d'entre eux s'inquiètent de la concentration des richesses, de l'oligarchie, principalement de la nécessité de taxer les rentiers pour peut-être financer ce qui est d'intérêt général, c'est-à-dire les infrastructures, qui peuvent renforcer la compétitivité économique, améliorer la vie des gens, l'éducation, toutes ces choses. Mais quand on parle aujourd'hui de libéralisme économique, c'est devenu quelque chose de très pur, de très néolibéral. Ainsi, la société devient un appendice du marché. Il ne devrait y avoir aucune interférence. Et si l'oligarchie, si de plus en plus de pouvoir se concentre entre les mains du capital, alors ce n'est pas un problème. Cela va complètement à l'encontre de la tendance, en particulier de ce à quoi Ricardo faisait référence. J'ai donc réfléchi à cela, au libéralisme politique,
S'agit-il du développement historique de la démocratie devenant une idéologie? Parce que dans l'idéologie, nous finissons souvent par adopter des concepts très universalistes. Et dès qu'elle devient universaliste, elle commence à entrer en conflit avec la tolérance des alternatives. Elle devient moins ouverte au pluralisme, qui est en quelque sorte l'idée même de la démocratie au départ, le fait d'avoir différentes conceptions de ce qu'est le système démocratique. Mais dans quelle mesure acceptons-nous la fin de cela? Je sais que cela devient une question très vaste, mais par exemple, il est aujourd'hui très courant de critiquer la Hongrie en la qualifiant d'antidémocratique. Et les gens, par exemple, évoquent ces positions sur les marches des fiertés et les questions LGBT. Mais, vous savez, si une majorité dit « nous voulons imposer des limites à cela » et qu'ils avancent l'argument « nous voulons protéger les enfants de cela » et qu'une majorité de Hongrois soutient cette position, on affirme néanmoins que cela va à l'encontre des normes démocratiques. Je ne dis pas que les Hongrois ont raison, et vous savez par exemple que les Britanniques ici auraient tort si ce sont eux que l'on considère. Mais indépendamment de qui a raison ou tort, il y a très peu d'acceptation de points de vue ou d'arguments opposés ou de différentes manières d'organiser la société, indépendamment de ce que les gens soutiennent réellement ou des arguments qu'ils avancent. Donc, en d'autres termes, c'est ce universalisme qui continue de promouvoir l'idée qu'il n'existe qu'un seul modèle auquel tout le monde doit se conformer. Il semble très difficile d'intégrer la démocratie dans ce cadre très strict. Est-ce parce qu'il s'agit d'une idéologie ou comment voyez-vous cela? Parce que c'est parfois très étrange d'observer la dénonciation de démocratie qui s'y prennent mal, ou, comme vous l'avez dit, de personnes qui votent de la mauvaise manière. Non, il y a deux grands points à mon avis dans votre question à l'instant. Le premier concerne l'aspect économique. Selon moi, le néolibéralisme, par son essence même, est antidémocratique. Il transforme les citoyens en consommateurs. Il les rend passifs face aux forces du marché. Il considère que toute tentative d'intervention ou de régulation du marché, comme le dirait Hayek, mène à la servitude et est néfaste. Et bien sûr, c'est toute l'école de pensée de Milton Friedman et Hayek qui domine depuis 40 ans. Mais aussi, peut-être parce que cette idéologie est en train de se déliter, il y a une raison supplémentaire pour laquelle on observe une intervention managériale plus active dans les élections, etc. Donc, concernant ces libéraux économiques et la façon dont cela s'est déroulé, juste 2 points à ce sujet. En un sens, les 40 premières années après 1945 ont été l'époque du moment social-démocrate. La conviction que les États, à travers le keynésianisme et autres, devaient intervenir pour gérer les affaires du marché. Il y a eu de nombreux débats sur le libéralisme encastré, du type dont vous avez parlé. Les 40 dernières années ont été dominées par le désencastrement, laissant libre cours aux forces du marché, et en fait, délégitimant les interventions démocratiques visant à limiter ces forces ou à taxer certains de ces géants technologiques. Par exemple, on peut voir comment le pouvoir s'exerce contre les gouvernements, et le gouvernement et l'État-nation lui-même est le véhicule permettant de contrôler ces immenses forces économiques transnationales de notre époque. Nous entrons donc dans une troisième phase. Je veux dire, nous avons eu le moment social-démocrate, nous avons eu le moment néolibéral, et maintenant nous sommes passés à une plutocratie à grande échelle, si l'on veut, qui n'est pas exactement démocratique. Vous savez, Jeff Bezos, Amazon, qui, avec un chiffre d'affaires de, disons, 20 ou 30 milliards au Royaume-Uni, ne paie que 18 millions de livres d'impôts. Je veux dire, la disproportion est tellement extraordinaire que cela signifie que les gens n'ont plus accès aux services qui ont permis à Amazon de devenir ce qu'il est. Et c'est exactement cela. Lorsque les citoyens deviennent des consommateurs, ils perdent la capacité d'intervenir activement
dans la gestion des affaires publiques. Voilà le premier aspect. Vous avez mentionné Adam Smith, qui, comme vous l'avez écrit, ne s'intéressait pas seulement à la richesse des nations, mais aussi à la moralité du marché. Et ces débats semblent avoir été éclipsés ces derniers temps. Et juste un dernier point à ce sujet. Le merveilleux livre de Naomi Klein, La stratégie du choc, montre comment le néolibéralisme est ensuite mis en œuvre à travers le monde lorsque les États sont en crise. La deuxième chose que vous avez mentionnée concerne ce moment post-libéral. Et nous sommes désormais entrés dans une période où le libéralisme classique est remis en cause, à la fois par des outsiders insurgés, si l'on veut, par des populistes. Vous avez mentionné le fascisme, vous avez évoqué la Hongrie et d'autres États où l'on prône assez ouvertement une forme de démocratie libérale. Mais aussi, le post-libéralisme est en quelque sorte accepté en interne, car nous avons, certainement au Royaume-Uni, et je pense ailleurs, dans cette seconde guerre froide qui dure depuis une décennie et qui s'intensifie aujourd'hui, l'idée que les préoccupations de sécurité nationale doivent primer sur la volonté démocratique. Par exemple, on parle beaucoup de remilitarisation, d'utiliser le keynésianisme militaire pour réindustrialiser l'Europe de l'Ouest, afin de relancer des économies ouest-européennes en perte de vitesse. Eh bien, et surtout, sous la direction de la Commission européenne, d'Ursula von der Leyen. Je ne me souviens pas. Eh bien, nous ne sommes plus dans l'Union européenne maintenant. Mais je ne me souviens pas que les citoyens européens aient été consultés à ce sujet. Et je ne me souviens pas qu'on nous ait posé la question lors de notre élection de juillet 2024, à savoir si nous, en tant que citoyens britanniques et européens, sommes prêts à sacrifier le bien-être, le développement, les infrastructures, etc., au profit de la militarisation, une réunion de l'OTAN, peu importe. Fin juin, par exemple, lors du sommet de l'OTAN, les pays se sont engagés à consacrer 5% à des activités militaires ou liées à la défense. Eh bien, est-ce une décision démocratique? C'est un cas classique de démocratisme, où les décisions sont prises sans même, de nos jours, accorder ne serait-ce qu'un vague assentiment au fait que cela doit être ratifié par le public. Ce n'est pas, c'est une position catastrophique. Et le démocratisme a atteint un niveau tel qu'il sape la légitimité même de la démocratie, car il ne semble pas fonctionner. Et lorsque les élites tentent d'imposer des situations très dangereuses, car dans ma vision du démocratisme, cette idéologie, comme vous le dites, c'est tout à fait juste. Lorsque ces idées deviennent une idéologie, elles perdent cette flexibilité. Elles perdent leur capacité d'adaptation. Elles perdent leur pragmatisme. L'idéologie, par définition, tend à s'abstraire de la réalité. Et c'est exactement là où nous en sommes. Donc, comme vous le dites, le démocratisme atteint un tel point. Et bien sûr, juste un dernier point, il y a toujours une réaction. Il y a toujours une réaction dans le populisme. Le fait qu'aujourd'hui je vive dans le comté de Kent en Angleterre, lors des dernières élections locales, en mai 2025, le Reform Party, c'est-à-dire Nigel Farage, a remporté 57 des 82 sièges au conseil du comté de Kent. Et c'est un parti non testé, sans programme cohérent. Et pourquoi cela? Je comprends pourquoi tant de gens ont voté pour lui, ont voté pour Reform. Et bien sûr, Reform est maintenant en tête dans nos sondages d'opinion. Eh bien, cela nous dit, je pense, quelque chose sur l'état de la démocratie au Royaume-Uni et dans le monde aujourd'hui. Le concept ou le thème du populisme a également évolué, car nous débattons du populisme depuis au moins le 19e siècle. Généralement, cela signifiait qu'une élite politique devenait de plus en plus déconnectée du public, au point de ne plus avoir de mandat démocratique ni de représentation. Et alors, dans cet écart, lorsqu'il existe un fossé entre le public et les dirigeants, des populistes apparaissaient. Ils perçoivent ce vide. Parfois, ils en profitent. Parfois,
Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils n'ont pas de solution. Mais au moins, ils interviennent et reconnaissent ce fossé. C'est pourquoi la rhétorique est toujours « nous le peuple contre eux, les élites ». Mais c'est de Bernie Sanders à Barack Obama, ils se sont qualifiés de populistes. Non pas pour une raison négative, mais parce qu'ils reconnaissaient que les élites n'avaient plus de légitimité démocratique. Au moins, ils remettaient cela en question. Mais aujourd'hui, il semble que le mot « populiste » soit utilisé pour désigner toute personne qui s'écarte de ce consensus élitiste. Ainsi, de plus en plus de politiques deviennent incontestables et quiconque s'en écarte ou les remet en cause est désormais qualifié de populiste. Et le populisme est aujourd'hui de toute évidence un mot à connotation négative. En effet, on entend des responsables politiques parler de la nécessité de lutter contre le populisme, de l'éradiquer de la société. On peut aussi concevoir, je suppose, le populisme comme un mécanisme démocratique. C'est-à-dire que si vous avez un consensus au sein d'une élite politique établie, ils suivent tous la même ligne, qui ne correspond plus aux attentes du public. Et puis, dans ce vide, une alternative émerge. Il semble alors que l'un des objectifs clés pour protéger la démocratie soit d'éradiquer le populisme. Ce groupe populiste qui a évidemment émergé dans le vide, créé par une élite politique, ne répondant plus correctement au public. Comment le populisme s'intègre-t-il alors dans ce concept de démocratisme? Concernant le populisme américain, vous mentionnez Bernie Sanders et Barack Obama. Bien sûr, il existe un populisme progressiste très puissant et positif aux États-Unis depuis les années 1890, qui, à l'époque de l'âge d'or, a défié les grands monopoles, JP Morgan et consorts. Ils ont obtenu des corrections majeures, efficaces et bénéfiques dans la politique américaine, comme le démantèlement de Standard Oil, etc. C'est pourquoi, aux États-Unis, cette tradition populiste est peut-être perçue sous un jour un peu plus positif, comme une revitalisation de l'interface ou de l'interaction populaire avec la démocratie. En Europe, bien sûr, c'est beaucoup plus négatif. On pense par exemple au mouvement poujadiste en France, issu de la petite bourgeoisie dans les années 1950, et cela a toujours eu cette connotation plutôt négative. Jusqu'à cette époque, bien sûr, en parlant toujours de la France, il y a eu les Gilets jaunes lors du premier mandat de Macron, parce qu'ils exprimaient les préoccupations de ceux que nous appelons en Angleterre les laissés pour compte, les exclus. Dans ce cas, il s'agissait de l'agenda écologique, la tentative d'augmenter les prix du diesel ou de l'énergie, et bien sûr, à la campagne, on a besoin d'une voiture, etc. Les Gilets jaunes ont été réprimés avec une violence sans précédent et épouvantable, il faut le dire. Mais c'est là que le populisme met à l'ordre du jour des sujets que le processus démocratique normal ne parvient pas à traiter. C'est donc une façon de redynamiser la politique, mais en même temps, cela repose sur des schémas primitifs. L'idée que les masses possèdent une sorte de savoir inné supérieur à celui des élites. Et bien sûr, c'est faux. Accuser des élites abstraites de tous les maux de la société n'est pas non plus une solution, en l'absence d'un programme cohérent. Alors, bien sûr, on pourrait se demander d'où vient le véritable mouvement. Et bien sûr, l'autre approche qui me semble également discutable, c'est cette approche illibérale ou post-illibérale, qui encore une fois sape l'état de droit et mine l'engagement populaire authentique. Par exemple, la marche des fiertés à Budapest, en Hongrie, tout récemment, fin juin 2025, il y a clairement eu une protestation massive à ce sujet. Et ce n'est pas la bonne voie. Il faut trouver des moyens de mesurer l'opinion publique, de mobiliser le débat, et ainsi de suite. Il en va de même en Pologne concernant les lois sur l'avortement. Donc oui, comment fait-on? Parce que, vous savez, face au démocratisme, il s'appuie vraiment sur ces 4 piliers, à savoir que la tradition intellectuelle doit être revitalisée,
vraiment cette démocratie? Et vous savez, de quoi parlons-nous vraiment? Nous parlons d'un véritable débat, ce que nous appellerions un débat agonistique, sur des questions d'une réelle importance pour la population, qui n'est pas détourné par ces interprétations idéologiques de la lutte géopolitique, la présentation de la Russie, de la Chine, de l'Iran, de la Corée du Nord, comme un axe du mal prêt à nous attaquer au moindre signe de faiblesse. En d'autres termes, que la sécurité nationale doit primer sur la démocratie. Nous avons donc besoin d'un effort intellectuel frontal, une sorte de, vous savez, nous travaillons aujourd'hui dans ce jardin pour essayer de redynamiser et de réinventer ce que doit être la démocratie. Et elle doit avoir des idées, elle doit avoir de l'analyse, mais aussi, elle doit croire qu'au final, nous devons convaincre les gens et dialoguer avec eux. Et vous savez, à mon avis, il y a un besoin désespéré de changement. Et cela se reflète dans le fait que, par exemple, en 2016, Bernie Sanders, comme vous l'avez mentionné, a remporté 22 primaires. Malheureusement, le démocratisme est intervenu et le Parti démocrate a utilisé des mesures administratives pour s'assurer qu'Hillary Clinton soit la candidate en 2016. Et regardez, l'outsider Trump a gagné parce que, encore une fois, on peut qualifier Trump de bien des choses. Je suppose que populiste pourrait en être une. Donc, vous savez, c'était une insurrection populiste avec un programme politique totalement incohérent. Pourtant, Trump, si vous voulez aussi le qualifier de populiste lors de son second mandat, pose certaines des bonnes questions. Et nos politiciens traditionnels n'ont pas le courage de le faire en ce moment. Macron ne l'a pas. Merz, Friedrich Merz en Allemagne, non plus. Keir Starmer n'a même pas la capacité de formuler les bonnes questions en raison d'une imagination politique très limitée. Et le Parti travailliste n'est plus un mouvement. Il est devenu une machine qui expulse essentiellement les dissidents, réprime le débat, réprime la démocratie au sein du parti. Ce qui, soit dit en passant, serait un excellent point de départ pour démocratiser le Royaume-Uni. Je suis désolé, c'est une réponse assez longue. Mais d'une certaine manière, le populisme et tous ces éléments font partie de ce que l'on pourrait appeler cette grande polycrise de notre époque. Et il est très, très difficile de s'y retrouver. C'est pourquoi je suis vraiment heureux que nous ayons décidé aujourd'hui de parler du démocratisme, qui bien sûr pose implicitement la question suivante. Comment pouvons-nous retrouver une certaine vision d'une démocratie authentique, compétitive, pluraliste, de la tolérance et du pragmatisme dans la politique internationale également? Il m'a semblé qu'un autre point clé cependant est la démocratie et le concept de paix démocratique, qui a été si dominant en Occident, surtout après la guerre froide. Vous savez, cela suggère que la démocratie conduit à plus de paix, précisément parce que le public, qui ne tire aucun bénéfice de la guerre et ne la souhaite pas, a la capacité de freiner ses dirigeants politiques. Mais on observe aujourd'hui une certaine contradiction. On voit que la démocratie elle-même est utilisée comme un instrument de la politique des grandes puissances. On crée un consensus dans la société. La démocratie est importante. Et ensuite, eh bien, nous représentons la démocratie. Tous les autres, nos adversaires, y sont opposés. Autrement dit, pour préserver la démocratie, il ne faut pas remettre en cause les politiques. Et cela se traduit dans la géopolitique et l'hégémonie libérale. And time investing is power and brightest Mwang Siroth. Vous êtes allé dans des pays comme la Pologne, et plus ils étaient démocratiques, plus leur politique était pro-occidentale. Ainsi, en quelque sorte, l'hégémonie libérale est devenue assez naturelle. Le pouvoir était concentré en Occident, plus ces États étaient démocratiques, plus cela s'accentuait. Donc oui, la liberté, c'est l'hégémonie de l'Occident. Mais encore une fois, dès que l'on commence à étendre ces blocs UE-OTAN vers l'Est, cela devient plus compliqué. Et évidemment, l'Ukraine a été le principal défi en 2014, lors de ce qu'on appelle une révolution démocratique. Mais à l'époque,
seulement 20% de la population souhaitait réellement rejoindre l'OTAN. C'est là que ça devient un peu délicat, car on entend des arguments selon lesquels ils ne savent pas vraiment ce qui est bon pour eux, qu'ils ont été soumis à la propagande, qu'ils n'ont pas été informés que l'OTAN est en réalité un projet de paix. Nous commençons à le justifier un peu, comme si nous demandions à un roi philosophe d'expliquer aux Ukrainiens qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Si vraiment ils étaient démocratiques, voilà ce qu'ils voudraient. Ils voudraient faire partie de notre bloc militaire. Et je me suis dit, oui, c'est problématique. Mais on voit que cela s'étend aujourd'hui. Nous avons vu que la Roumanie a voté de la mauvaise manière. Il a fallu recommencer. La Géorgie a évidemment voté de la mauvaise manière. Il a aussi fallu tenir la main de la Moldavie pour s'assurer qu'elle voterait de la bonne façon. La Moldavie, la Hongrie et parfois la Pologne, elles votent aussi de la mauvaise manière. Il semble que dans ce contexte, la portée géopolitique soit l'un des domaines clés où le concept de démocratie est utilisé pour limiter ce que nous sommes autorisés à dire ou ce pourquoi nous sommes réellement autorisés à voter. Eh bien, je suis en Norvège et nous avons un ancien ministre des Affaires étrangères et de la Défense qui affirme que si vous dites que l'expansion de l'OTAN a provoqué la guerre en Ukraine, c'est ce que dit Poutine. Donc c'est de la propagande russe. Nous ne discutons donc plus des preuves accablantes. Nous disons simplement que toute personne qui répète cela est désormais essentiellement un traître. Elle relaie la propagande russe. Nous avons donc le droit d'avoir des débats démocratiques, mais ils doivent être limités au cadre suivant. Oui, c'était non provoqué. Les Russes sont maléfiques. Ils veulent restaurer un empire. Et nous devons envoyer toutes les armes possibles. Tant que vous vous conformez à cela, nous avons le droit d'avoir des débats ouverts, des discussions et même la démocratie. Mais c'est là que nous nous sommes restreints. Alors, comment voyez-vous? Dans quelle mesure la géopolitique de l'ère post-guerre froide a-t-elle contribué au démocratisme? Absolument. Merci. Vous avez abouti exactement là où j'espérais que vous arriveriez. Mais d'une certaine manière, vous savez, ici nous aurions pu, je veux dire, il y a tellement de choses à dire. Le quatrième pilier du démocratisme que j'ai mentionné était ce pilier géopolitique dont vous avez parlé. Et comme vous le dites, il est alors présenté que rejoindre l'OTAN est l'acte démocratique à accomplir. Rejoindre l'Union européenne est l'acte démocratique à accomplir. Cela peut très bien être, dans certaines circonstances, la chose démocratique à faire. Mais dans d'autres circonstances, ce ne l'est pas. Et lorsque ces deux options européennes, ou dans ce cas, celle de l'Occident politique, deviennent une idéologie, se tourner vers l'Occident n'est plus une réponse pratique à la sécurité, qu'elle soit extérieure ou intérieure. Cela devient simplement une abstraction, comme vous l'avez dit, une idéologie imposée. Et cela ouvre donc la porte au démocratisme. Lorsque le peuple réel s'y oppose, comme ce fut le cas en Ukraine concernant l'adhésion à l'OTAN en 2014, la majorité y était opposée, mais ils étaient considérés comme arriérés et devaient être guidés. Et s'ils ne voulaient pas être guidés, il fallait les y contraindre. Et bien sûr, cela a ensuite provoqué les conflits qui ont aujourd'hui éclaté de la manière tragique que l'on connaît. Ainsi, la paix démocratique était supposée être identique ou équivalente, en fin de compte, à l'hégémonie libérale. Il n'y avait aucune place pour d'autres formes alternatives d'engagement. La façon dont je présente cela, c'est que dans les années qui ont suivi la guerre froide, depuis 1989, en fait, depuis 1945, nous avons connu une énorme tension entre, d'un côté, le globalisme libéral, et il s'agit ici du globalisme libéral mené par les États-Unis. Marché libre, primauté du droit. De bonnes choses, beaucoup de bonnes choses de paquet, mais il y a aussi beaucoup de mauvaises choses. Je dirais qu'il s'agit d'une tension entre le bien commun, les bonnes choses, marché ouvert,
une bonne implication, où l'initiative économique des citoyens peut être justement récompensée par des droits de propriété défendables. C'est une bonne chose, je soutiens cela. Mais en même temps, cela se trouve dans le gant de fer de l'empire, de l'hégémonie libérale que vous avez mentionné. Il y a donc cette tension. Et la façon dont je vois cette tension se manifester, c'est que vous avez d'un côté le concept de globalisme libéral. C'est ce fameux universalisme que vous venez de mentionner, où il n'y a pas de place pour des alternatives. Le globalisme libéral, c'est un agenda mondial. Toute autre alternative, sans parler d'une alternative socialiste. D'ailleurs, vous avez peut-être vu que je crois hier ou cette semaine, le Parlement tchèque a voté l'interdiction du Parti communiste. En République tchèque, la Tchéquie, qui était pourtant l'un des partis au gouvernement en coalition il n'y a pas si longtemps. Donc, interdire un parti communiste, tout comme l'Ukraine d'ailleurs, a interdit le Parti communiste après 2014. Eh bien, tant que le Parti communiste n'appelle pas au renversement violent du gouvernement, c'est une position parfaitement légitime. Donc, encore une fois, c'est ainsi que la géopolitique agit avec procédure démocratique, donnant naissance au démocratisme. Mais mon point principal, c'est que d'un côté, vous avez le globalisme libéral, auquel s'oppose ce que je défends, à savoir l'internationalisme souverain fondé sur la Charte des Nations Unies de 1945. Nous célébrons en ce moment le 80e anniversaire de l'adoption de la Charte, en juin 1945. Donc il y a une tension. L'internationalisme souverain respecte l'État-nation comme cadre de la démocratie et expression de la volonté populaire. En somme, la démocratie. Et de l'autre côté, l'internationalisme, le multilatéralisme, la primauté du droit international, dans la mesure où une telle chose existe de manière substantielle, mais fondée sur les normes et valeurs de la Charte de l'ONU. Au lieu de cela, ce globalisme libéral le sape, et cela ouvre la porte. Puis-je ajouter un point de plus? Vous avez mentionné ces pays d'Europe de l'Est. Mon argument maintenant, je commence à comprendre, c'est que nous devons examiner ce qui s'est réellement passé en 1989-91 lorsque les régimes communistes sont tombés. Au lieu d'une véritable redémocratisation de ces sociétés, avec un réel pluralisme géopolitique et une contestation interne, bien sûr, il y en a eu beaucoup au début, mais finalement, ce qui a triomphé en Europe de l'Est, c'est ce que l'on pourrait appeler une révolution négative. La priorité est devenue, de façon écrasante, d'accepter simplement l'expansion de l'Occident politique, l'OTAN, l'Union européenne, et tout le cortège, même si l'on veut, de la pénombre libérale qui l'accompagnait. Par exemple, la vision d'une intellectuelle féministe new-yorkaise. D'ailleurs, j'aime plutôt bien ces personnes. Mais néanmoins, cette vision de la façon dont une société devrait être organisée. Mais de nombreuses sociétés ont dit non. L'élection de Duda à la présidence de la Pologne récemment suggérait non. Nous avons une vision différente de la manière dont la société doit être gérée, avec un accent sur la famille et d'autres formes traditionnellement conservatrices. Nous avons donc cette tension entre le globalisme libéral et l'internationalisme souverain. C'est là l'enjeu aujourd'hui. Et la démocratie ne peut exister que dans le cadre de l'internationalisme souverain, tandis que le globalisme libéral donne naissance au démocratisme. Et c'est la grande division de notre époque. Et c'est en fin de compte ce dont cette guerre est réellement le sujet. Je souhaite approfondir ce concept moi-même dans mes travaux académiques, le démocratisme, car il est fascinant de voir comment la démocratie devient, je suppose, un slogan servant souvent à restreindre la volonté populaire. Mais aussi, ce qui était censé créer un système international plus bienveillant est désormais devenu en réalité le tambour de guerre. Chaque fois que l'on parle de démocratie, c'est généralement dans le cadre d'une lutte géopolitique. Avant de conclure, avez-vous un dernier mot à ajouter?
Je pense que, vous savez, l'une des choses les plus inquiétantes de notre époque est que la crise de la démocratie américaine, et je pense que peu de gens contesteraient son existence, s'est généralisée. Il y a beaucoup de critiques personnelles à l'encontre de Donald J. Trump, mais je ne suis pas certain qu'il existe une critique efficace de la crise systémique aux États-Unis qui a donné naissance à Donald J. Trump, lequel fait l'objet de tant de critiques. Et ce que nous voyons aux États-Unis, c'est cette émergence du démocratisme, évidemment fortement encouragée par l'autorisation d'un financement électoral illimité à la suite de la décision Citizens United il y a quelques années. Et donc, cette immense somme d'argent qui a permis aux oligarques, et maintenant bien sûr aux techno-oligarques, de vraiment dominer l'agenda public à travers les élections et autres. Mais cela rend d'autant plus impératif pour nous en Europe, je veux dire au Royaume-Uni, en Norvège, en Finlande et dans tous les pays, de dire « Enfin, j'ai toujours pensé que nous avions besoin d'une approche néo-gaulliste, si vous voulez, d'une approche pan-européenne de ces questions. Ce n'est pas anti-américain, c'est post-américain. Nous voulons travailler avec eux et nous avons tous de très nombreux amis aux États-Unis. » Mais il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de dire, regardez, nous devons passer à un monde post-hégémonique, dans lequel les États-nations, nous en tant que société, reprenons le contrôle de notre propre destin. Cela implique aussi une remise en cause fondamentale de cette domination néolibérale exercée par ces immenses entreprises transnationales. Je veux dire, qui nous gouverne? Je ne suis même plus sûr que ce ne soit pas Amazon ou je ne sais qui d'autre qui décide vraiment et fixe l'agenda. Notre capitalisme britannique est tellement affaibli aujourd'hui. Il a été tellement pénétré par le capital américain. Je ne suis pas certain que, vous savez, le gouvernement britannique ait encore une réelle marge de manœuvre. Nous avons donc besoin d'un manifeste fondamental, d'une remise en question de certains des enjeux fondamentaux de notre époque. Et pour moi, en tant qu'Européens authentiques, profondément ancrés dans le monde, nous devons agir dans un cadre pan-européen, mais pas celui de l'Union européenne telle qu'elle existe aujourd'hui, qui est devenue un projet géopolitique, non seulement sapant, mais en fait reniant les principes mêmes sur lesquels l'Union européenne a été fondée, à savoir un projet de paix. Et comme je l'ai dit, personne ne nous a consultés, mais c'est désormais devenu un projet de guerre. Et c'est très dangereux. En d'autres termes, nous avons besoin d'une réforme fondamentale. En résumé, mon slogan est « Si nous voulons un programme de redémocratisation, nous devons vraiment penser en tant qu'Européens, et non simplement comme une banlieue ou des États vassaux de l'Occident politique, et vassaux d'un État qui est lui-même en crise, ce qui est la chose la plus effrayante et paradoxale de toutes. » Une dernière réflexion. Vous savez, il y a beaucoup de critiques envers Trump. Mais ce qui est intéressant avec certaines de ses idées politiques, c'est que beaucoup de choses ont été révélées. Par exemple, lorsqu'il a coupé le financement de toutes ces ONG et de l'USAID, on a découvert que la grande majorité, par exemple, des médias ukrainiens sont désormais financés par l'USAID, le gouvernement des États-Unis. Et je critique moi-même la façon dont, par exemple, les ONG et entités civiles September Court for SMAR pour en fait détourner la société civile durant it. Et j'ai été critiqué dans ce pays parce que lorsque je critique les ONG qui sont financées par notre gouvernement et le gouvernement américain pour manipuler, par exemple, la société civile dans des pays comme l'Ukraine ou même dans notre propre pays, on m'a dit « Eh bien, vous savez, c'est une chose très antidémocratique à dire parce que ce sont des institutions démocratiques et peu importe qui les finance, qui y travaillent ou l'objectif politique qu'elles poursuivent. Elles créent des institutions, vous les appelez démocratiques, et elles deviennent alors effectivement immunisées contre toute critique.
Donc c'est très étrange. C'est étrange de voir comment la démocratie, en tant que concept, a muté pour signifier essentiellement n'importe quoi. Pour ajouter à cela, en Géorgie, avec une population de 3,5 millions d'habitants, selon certaines estimations, il y avait 30 000, principalement financés de l'étranger. Eh bien, cela sape véritablement la démocratie locale authentique dans ce pays. Car cela signifie que l'agenda est fixé à Washington, D.C. ou ailleurs, plutôt que par un débat agonistique entre les participants de la sphère publique géorgienne. Heureusement, sur une note optimiste, il y a eu en Géorgie un renouveau et un débat intense, ce que je trouve très très sain. Et j'attends, avec impatience, davantage de ces débats à la géorgienne. Ce n'est que le début en Géorgie, mais c'est là. Et le sentiment que, car ce que vous venez de dire à propos des ONG est une caractéristique classique du démocratisme, c'est que la démocratie vient de l'étranger, alors que par définition, la démocratie doit répondre aux besoins, préoccupations et aspirations d'un peuple dans son propre État-nation. Alors, nos ONG, est-ce qu'elles diffusent la démocratie ou est-ce qu'elles la sapent? Au minimum, ce débat devrait pouvoir avoir lieu. C'est ce qui devrait se passer dans une société démocratique. Quoi qu'il en soit, professeur Richard Sakwa, merci beaucoup pour votre temps. J'ajouterai des liens vers vos livres récents dans la description que je recommande vivement. Et encore une fois, merci beaucoup pour votre temps. C'est un plaisir. Merci. Tous mes vœux.